La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Aujourd'hui, on n'a pas envie de commencer l'épisode comme d'habitude, du coup, on ne va même pas vous saluer. Non, évidemment que non, on est très sympa chez l'envers du dessert, donc on va quand même vous dire bonjour. Donc bonjour à tous, et en plus de vous dire bonjour, on voulait énormément vous remercier pour les petits commentaires que vous laissez sur Apple Podcasts, et notamment le dernier en date de Arlette Animation qui nous dit « Enfin un podcast qui comble toutes mes questions sucrées. J'adore, merci l'envers du dessert. » Et ben voilà qui fait très chaud au cœur et qui est hyper motivant pour continuer. Bon, sinon, aujourd'hui, plus concrètement, on est avec Hugues Pouget pour la deuxième partie de l'épisode qu'on a enregistré en fin d'année dernière. Donc voilà, on se retrouve avec Hugues Pouget. Donc cet épisode, ne vous inquiétez pas, commencera in medias res. Je voulais absolument utiliser cette expression. Vincent a tenté de m'en dissuader, mais je l'utilise quand même. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer dans le vif du sujet. La dernière fois, à la fin de l'épisode, Hugues avait terminé en nous parlant de l'ouverture de sa boutique. Et cette fois-ci donc, il nous parlera de son export, de son ouverture à l'international et de la façon dont le Japon est venu le chercher pour qu'il ouvre des boutiques et des points de vente à Tokyo, et également la Corée du Sud. Cet épisode va donc parler de ça, de l'arrêt des colorants et puis de la vision d'une pâtisserie de marché de Hugues Pouget. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si pour vous ça commence trop brutalement et que vous ne savez pas qui est Hugues Pouget, on vous renvoie à la première partie de l'épisode, qui est notre dernier de 2020 si je ne m'abuse. Tout à fait. Et du coup, petite note, en effet, Hugues va évoquer les bûches de Noël, car effectivement, on a enregistré l'épisode en fin d'année dernière. Voilà, mais on vous laisse écouter et on vous retrouve en fin d'épisode. Bisous. Et donc on ouvre la boutique et rapidement il y a des Japonais qui viennent taper à la porte et qui disent « Ah mais pourquoi vous n'ouvriez pas des boutiques au Japon ?» Et déjà quand vous ouvrez une boutique ça se fait pas en 5 minutes et surtout je m'en souviens, c'était les grands magasins de Takashimaya le lendemain de l'ouverture. Ils étaient là en disant on veut l'exclusivité et tout ça. Et je dis écoutez, c'est très flatteur, c'est très gentil, mais on va prendre un peu notre temps parce que il faut tout construire. Et c'est vrai que rapidement on a participé au salon du chocolat au Japon. Donc pour ceux qui connaissent Isetan, c'est vraiment comment dire, un phénomène, hein, le salon du chocolat au Japon. Enfin, c'est déjà en France, c'est énorme, mais au Japon, c'est puissance 10. Hein. Il y a un nombre de personnes, c'est irrationnel. Ouais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que beaucoup de pâtissiers qui sont installés à Tokyo, par exemple, font des créations spécialement pour le D'ailleurs, salon du c'est ce chocolat. que j'ai fait, c'est que donc depuis 10 ans, on participe au salon du chocolat de Tokyo et tous les ans, on fait des créations spéciales. Donc petite parenthèse, malheureusement cette année, c'est la première fois en 10 ans que j'irai pas au Japon cause Covid. Voilà. Donc du coup, 25 février 2010, j'ouvre Hugo Victor. Rapidement, on commence à avoir des clients. De belles enseignes comme le Café de Flore nous demandent de faire leur dessert. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, le Café de Flore était notre premier client, on va dire en hors boutique, ce qu'on appelle vulgairement le B2B. Hein. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle activité sur ce secteur-là aussi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ouvre donc en 2010 au 40 boulevard Raspail. La même année, on ouvre un corner au Printemps Haussmann et une boutique place du marché Saint-Honoré. Et en fait, et donc on y va fort. Voilà, belle année, bien occupée, etc. Et peut-être un peu inconscient aussi. Si c'était à refaire, peut-être qu'on ne serait pas là aussi fort. Mais bon, c'est fait. Mais c'est l'expérience de la vie, finalement. Voilà. Et c'est vrai que le Japon, la Corée, on nous sollicite rapidement. Par contre, il ne faut pas se tromper. Donc, je prends quand même mon temps pour prendre ma décision avec quel partenaire. Je rencontre quelqu'un qui me paraissait bien, d'ailleurs, qui est toujours très bien. Et on ouvre la première boutique au Japon en octobre 2015, qui était d'abord un corner chez Isetan. Donc à Shinjuku, et c'est un peu the place to be. C'est là où il y a Pierre Hermé, Jean-Paul Evin, Sébastien Bouillet, Aoki. Et c'est génial d'avoir cette place à Tokyo. Et donc ça, c'était en octobre 2015. Et en décembre 2015, on ouvre notre premier café Hugo Victor à Séoul, en décembre. Donc là, je peux vous dire, c'est aussi rock'n'roll. Donc je faisais les allers-retours sans cesse entre Tokyo et Séoul. Heureusement qu'à Paris, on avait une belle équipe. Et après, on a ouvert en mai 2016, ça devait être le
ouais, début mai, on ouvre notre premier flagship à Tokyo, à Omotesando Hills. Alors, je sais pas si vous connaissez Tokyo. En fait, Omotesando, c'est un des quartiers, c'est un peu comme le Marais à Paris, on va dire, même si on peut pas trop comparer. Et en fait, Omotesando Hills, c'est vraiment un endroit sublime et nos voisins sont Dior, Harry Winston, Boucheron, Jean-Paul Evin sur le même étage. Et donc, on est dans des beaux endroits à Tokyo. Et puis après, bon, je vous la fais courte, mais donc on a ouvert dans des beaux quartiers japonais, Nihonbashi, Ibisu. Donc on est dans la gare de Nagoya, donc on est dans quelques beaux quartiers japonais. Pour aujourd'hui arriver à 9 points de vente. Oui. À peu près, Après, actuellement. là on en a fermé un à Ginza parce que le bâtiment a été fermé, donc Ouais. on a fermé la boutique. C'est assez courant au Japon, les Ouais, rénovations. ça va très vite. Ça va très vite. Donc voilà, et puis souvent on fait des pop-up stores éphémères. On a été pendant 6 mois dans l'aéroport d'Haneda aussi. Mais c'est en fait au Japon, souvent les boutiques elles s'ouvrent, elles se referment. Donc on a nos socles de 6-7 boutiques dans les différents quartiers. Et après, souvent au Japon, on peut faire beaucoup de pop-up stores pour la Saint-Valentin, puisqu'il y a une grosse activité chocolat à ce moment-là. Et en fait, ça dépend des opportunités. Donc c'est vraiment commode des fois d'ouvrir une boutique pendant 1 an, de la fermer, ou pendant 6 mois de refermer. Du coup, c'est intéressant. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le chocolat. Donc, tu fais aussi des chocolats. En fait, c'est Ça, vrai c'est que pas évident. le chocolat est venu dans ma vie, s'est imposé de lui-même. C'est vrai que je suis pâtissier. En fait, souvent on me dit, vous êtes pâtissier ou chocolatier? C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a des gens qui sont mis à faire que du chocolat. Mais en fait, il faut pas oublier que l'examen de chocolatier est assez récent parce que quand on passe notre examen de pâtissier, sur le CAP, en dessous de marqué CAP pâtissier, il y a marqué pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Ouais. C'est marqué sur le diplôme. Avant. Ouais. Avant, non, Ouais. mais ça fait 30 ans que je fais des gâteaux. Oui, non, mais tout à fait. Bien sûr. Voilà. Et malgré tout, c'est vrai que quand on est pâtissier, le chocolat est toujours assez présent. On fait des moulages à Pâques, on fait des truffes, etc., comme vous l'avez vu en visitant l'atelier. Bah, délicieuse Et d'ailleurs. en fait, quand j'ai ouvert Hugo Victor, on faisait d'abord des gâteaux. Et après, on a commencé à faire quelques chocolats, des orangettes, etc. Et en fait, rapidement, on a vendu beaucoup de chocolat. Donc il a fallu s'organiser. Pour vendre plus de chocolat. Donc moi, j'ai jamais travaillé dans une chocolaterie. Ouais. J'ai jamais travaillé à la Maison du Chocolat ou chez Jean-Paul Evin. J'ai travaillé, comme on l'a vu précédemment, dans des hôtels, dans des boutiques, etc. Mais j'ai jamais fait de chocolat. Et du coup, on s'est appliqué, on s'est voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est autant une chocolaterie qu'une pâtisserie ou qu'une pâtisserie qu'une chocolaterie. Bon, on a pu goûter une petite truffe tout à l'heure et oui, je pense que le chocolat est de très très bonne facture aussi. Et du coup, là maintenant, on a compris toutes les étapes qui ont amené à Hugo et Victor. Et déjà, on voit que toutes les étapes de ton parcours t'ont vachement marqué parce que tu te rappelles de toutes les dates, les jours précis, etc. C'est très très drôle à entendre. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que tu as voulu inculquer en fait dans Hugo et Victor? Quelle est la signature un peu? Parce qu'on sait que tu fais du coup sans colorant. Tu désucres un maximum. Qu'est-ce que pour toi c'est quoi la philosophie d'Hugo et Victor que tu as créée? En fait, j'ai voulu, quand j'ai créé Hugo Victor il y a 10 ans, enfin même maintenant ça va bientôt faire 11 ans, déjà les genèses étaient longues et depuis au tout début, je prenais des notes pour le jour où j'allais ouvrir. Et donc la genèse a été très longue et passionnante. T'avais un carnet d'idées. Oui, Ah, absolument. c'est génial. Et j'en parle à personne parce que ça regardait pas mes chefs et tout, mais c'était ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire, etc. Et évidemment, avec les années, ça s'est affiné. Et en fait, mon passage chez Guy Savoy, comme vous en doutez, est très, très marquant parce que quand vous travaillez dans une maison comme celle-ci, quand vous travaillez pour Guy Savoy, parce que Guy Savoy, c'est plus qu'un chef, hein. C'est un personnage, Et puis humainement, c'était très fort. Je vais vous raconter une anecdote chez Guy Savoy. Donc j'arrive en juin 2002, je fais ma première carte au mois de septembre 2002. Et puis après, je fais ma carte d'hiver. Et puis un jour, Guy Savoy vient me voir. C'était mi-janvier. Il me dit, Hugues, alors je goûte quand le dessert Laurent Changuine? Je regarde Guy Savoy, je dis, le dessert Laurent Changuine. On a imprimé la carte d'hiver. Vous voulez un dessert Laurent Changuine? Et puis Mourad, il me dit, bah oui, c'est la saison de Laurent Changuine. On fait un dessert Laurent Changuine. Et puis il me dit, Hugues, on s'en fout de la carte. S'il faut, on la réimprime. Il me dit, il faut un dessert Laurent Changuine. Et je fais, ok, d'accord, évidemment. Donc du coup, j'ai écrit un dessert Laurent Changuine. Et en fait, c'est vrai que dans un restaurant gastronomique, en fait, c'est un travail, ça va au-delà des saisons. C'est un cuisinier fait une cuisine du marché.
C'est la période de la Saint-Jacques, vous faites un dessert à Saint-Jacques. C'est la chasse, vous travaillez la chasse. C'est vrai. Il y a les premières blettes qui sortent, vous faites des blettes. Il y a les asperges, vous faites des asperges. Donc en fait, un ingrédient pousse l'autre. Tout au long de l'année, quand c'est la période de la truffe, vous faites la truffe. Quand il y a les cèpes, vous faites les cèpes. Et en fait, moi j'ai voulu, c'est ça le socle du Go Victor, c'est faire une pâtisserie de marché. Pierre Hermé a fait les collections, comme dans la haute couture. Et en fait, moi je voulais faire une pâtisserie de marché. Il y a des oranges sanguines, on fait des oranges sanguines. Il y a des mirabelles, ça dure que 3 semaines, on fait des desserts mirabelles fraîches. On fait des desserts aux figues. Et je vous dis ça sans aucune prétention aucune, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas de dessert aux figues avec des figues fraîches, avec des cerises fraîches. Et en fait, j'ai étiré mon travail. Alors, c'est plus compliqué parce que donc vous avez le socle des desserts au quotidien, les millefeuilles, les éclairs, les machins, etc. Et j'ai poussé loin les créations pour faire un travail très fin. Et d'ailleurs, c'est ça le socle du Go Victor. Et vous voyez, là, en ce moment, on va faire des desserts aux fruits exotiques. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, ça s'appelle Les 5 saisons du Go Victor. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période qui est très compliquée pour les pâtissiers. C'est de fin février à mi-avril, on est sur la fin des agrumes, on est sur la fin des fruits exotiques, il n'y a pas encore les fruits rouges. Et au mois de mars, c'est terrible, il n'y a pas de fruits. Vous pouvez chercher dans tous les sens. Donc du coup, on cherche des parades, on fait des desserts avec de la pistache, avec du café, etc. Et c'est pour ça que j'avais appelé les 5 saisons du Go Victor. Et juste pour finir, en fait, déjà c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, vous creusez votre sillon dans votre travail. Donc vous cherchez du super sourcing, comme dans un restaurant gastronomique, des très belles fraises, des très beaux ingrédients, du très bon beurre, du très beau lait, etc. Et puis c'est vrai qu'en exportant des produits au Japon, en fait, les normes au Japon, c'est comme ça, je ne pourrais pas vous dire, elles sont plus rigoureuses qu'en Europe, notamment sur les colorants. Et donc, quand vous commencez à exporter des produits au Japon, vous avez toute une liste de produits interdits, de produits ceci, de produits cela, notamment une liste de colorants interdits. Donc, au début, on se dit, c'est pas grave, on va utiliser les colorants autorisés au Japon. Et tous les ans, la liste se resserre. Et en fait, un jour, j'ai eu un flash et je me suis dit, merde, déjà tous les ans, on est en stress parce que quand on envoie des palettes de chocolat au Japon et que ça peut être interdit par les douanes, parce que vraiment, c'est vérifié au spectromètre. Donc, vraiment, je peux vous dire, ils vérifient de chez ils vérifient. Hein. Et d'ailleurs, 2-3 fois, ils ont trouvé des traces de ceci, parce que même une machine mal purgée, ils peuvent trouver des traces de colorants interdits. Ah ouais. La rigueur japonaise. Absolument. Et du coup, je me dis, merde, déjà tous les ans, on s'infligeait un stress, vous imaginez pas. Et puis en plus, je me dis, merde, je fais des super gâteaux. On a le meilleur beurre, la meilleure farine, les meilleurs fruits. Et je mets des choses de la pétrochimie. Donc je me dis merde, c'est con quoi. Et pourtant j'ai grandi de cette génération de chefs. On est la génération El Bulli, on est la génération avec les macarons flashy dans les années 90, les jolis glaçages. Qui avait le plus beau glaçage, le plus pétant, le bien rouge, le bien noir. On mettait du colorant rouge dans les glaçages au chocolat pour qu'ils rentrent bien, etc. Enfin, je suis de cette génération-là. Donc Et en fait, un jour, je me suis dit, on va arrêter de mettre des colorants, tout simplement. Et quand j'ai commencé à travailler le sujet, même dans les colorants dits naturels, à base de carotène, de betterave, etc., il y a des solvants, il y a de la maltodextrine, il y a quand même des saloperies. Donc, du coup, un jour, j'ai acheté toutes les poudres végétales possibles et inimaginables. Poudre de betterave, poudre d'épinards, poudre de fruits rouges, etc. Je vous passe tous les détails. Et on a commencé à faire des essais. Alors évidemment, les premiers essais ne fonctionnaient pas. Mais là, on est en 2014. Hein. Ouais. On est en 2014. À l'époque, on parlait pas encore Pas du tout, l'arrêt des colorants. Et en fait, à un moment, je trouve la clé, je vois comment ça marche. Et en fait, j'ai commencé d'ailleurs au Japon, quand on a ouvert au Motesando en 2016, j'ai commencé à commercialiser les macarons sans colorant et les chocolats sans colorant à Omotesando. Et après en France. Et parce que évidemment il y a un peu un décalage, les recettes, les machins, je vous passe les détails, les fiches techniques et tout. D'ailleurs, quand j'ai dit à mon équipe on va arrêter de mettre des colorants, tout le monde m'a regardé. J'avais toute mon équipe contre moi, ils m'ont dit vous êtes tarés, ça va pas marcher, il faut réécrire toutes les fiches techniques. On avait déjà écrit toutes les fiches techniques chocolat pour les douanes japonaises, donc c'est pas sans douleur. Hein. Mais vous imaginez si ça marchait, c'était quand même génial. Bah oui. Plus de stress, une vraie éthique. Et puis bon, je suis ni médecin ni chercheur, ni militant d'aucune cause, mais malgré tout, on fait manger les gens et on a une sacrée responsabilité. Et aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. Et aujourd'hui, on sait que les nanoparticules dans l'alimentation, tout ce qui est additif dans l'alimentation, c'est quand même pas terrible. Alors, je ne cite que le professeur Kayat qui dit il vaut mieux éviter de manger des produits transformés
Et c'est pas terrible que quand on veut éviter les cancers de manger des produits ultra transformés avec beaucoup d'additifs. Et d'ailleurs aujourd'hui, depuis 2-3 ans, vous le voyez dans les grandes surfaces, avec l'industrie agroalimentaire, du paquet de céréales jusqu'au sirop de Tesser, on vous marque sans additifs, sans colorant, c'est marqué en gros sur les boîtes. C'est Donc, hyper en vogue aujourd'hui. Nous, artisans, c'est quand même notre première responsabilité de faire gaffe. Et en tout cas, j'y ai mis un point d'honneur dans mon travail. Donc c'est vrai que, en fait, pour moi, c'était un cheminement naturel. Donc c'est grâce au Japon, grâce aux douanes japonaises que je me suis posé des questions. C'est hyper intéressant. Et en Ouais, fait, vraiment. donc du coup, un travail de marché, un travail sur les fruits, un travail sans colorant, évidemment sans additifs, parce que souvent, et je dis ça, souvent dans la profession, on m'a dit ah Hugues, tu balances, etc. Non, je balance pas. Moi, je fais mon travail de mon côté. Après, je juge personne et après voilà, chacun fait comme il veut chez lui. Et après, il se trouve que le législateur a décidé aussi de légiférer sur les colorants. Le E171 a été interdit, etc. Donc je suis pas lobbyiste. Je fais mon travail de mon côté. Et après voilà, chacun voit midi à sa porte. Et il se trouve que le temps m'a donné raison, et tant mieux, et j'en suis ravi. Et c'est vrai que on va de plus en plus loin dans cette ultra traçabilité, mais du bon côté, parce qu'on peut avoir une traçabilité et tracer de la merde, hein. C'est possible aussi, hein. Oui. Mais l'idée, c'est d'avoir des jolis produits, des jolis ingrédients, de dormir sur ses deux oreilles, de regarder son client, parce qu'on parle de nos clients passionnés, gourmands, et de se dire, nous, tout ce qu'on met dans nos recettes, c'est nickel. On va même plus loin, regardez dans les marrons glacés, on achète des marrons glacés sans sulfite, sans sorbate de potassium, parce que le sorbate de potassium est un conservateur, pour éviter que ça moisisse, mais le but du jeu, c'est pas de manger le marron glacé dans 6 mois, hein. Non, On les reçoit et c'est mangé à Noël. Donc voilà, donc on essaye de faire un travail très fin sur les ingrédients, sur la manière d'écrire les recettes, et le travail s'arrête pas là. En ce moment, j'ai attaqué un travail de fond sur les glaces, parce que évidemment, pour faire une glace, il faut un stabilisateur. Sans stabilisateur, c'est un glaçon. Où on fait tout ce travail très fin et qui est passionnant et qui me passionne. En fait, on aurait encore plein d'autres sujets à aborder. Par exemple, c'est très intéressant l'idée de ta transition vers le sans colorant, parce que on en parle beaucoup avec des jeunes pâtissiers qui s'installent, mais je trouve ça encore plus notable quand c'est un pâtissier justement de ta génération qui remet en question ce qu'il a appris et qui est en avance comme tu l'es. Et c'est là où on voit, tu parlais de quand tu as quitté Guy Savoie, que tu voulais voyager pendant du coup 2 ans pour voir un peu les autres cultures, etc. On voit bien qu'en fait l'ouverture aux autres cultures et ce qui se fait ailleurs peut avoir vraiment un impact sur ton travail, parce que là du coup finalement c'est comme tu l'as dit, c'est un peu finalement grâce au marché japonais que toi t'es venu cette initiative d'arrêter les colorants. Donc on voit bien que l'ouverture en fait aux autres cultures est hyper importante pour faire évoluer sa pâtisserie. Du coup, tu parles d'une pâtisserie de marché. Juste très rapidement, on est d'accord que tu n'as pas la même carte au Japon et en Corée qu'en France. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Absolument. En fait, il y a plusieurs questions là, dans ce que vous venez de me dire. Donc pour rebondir Et encore, sur... on n'a pas parlé de créativité. Absolument. En fait, par exemple, au Japon, je vais vous donner un exemple. On consomme la fraise l'hiver au Japon. C'est comme ça. En fait, le dessert de Noël au Japon, c'est le shortcake. Donc, c'est comme un fraisier, mais à base de chantilly. C'est un biscuit moelleux. Ça ressemble un peu à la génoise. Fraise et chantilly. Voilà, chantilly, sans vanille, ni rien, assez nature. Et les Japonais adorent ça. Ça s'appelle le shortcake. Et ils en consomment à Noël, à la Saint-Valentin, au White Day. Donc qui est la seconde Saint-Valentin au Japon, et en fait ils en mangent des quantités astronomiques. Et en fait c'est vrai que donc les fraises, pourtant au Japon on a quasiment la même saisonnalité qu'en France sur les raisins, sur les pêches, sur les abricots, sur les figues, etc. C'est quasiment comme en France, la saisonnalité. Mais par contre ils ont inversé la saison des fraises, les Japonais. Donc toutes les fraises sont sous serre, parce qu'évidemment il fait froid l'hiver au Japon. Et en fait les Japonais mangent des tonnes et des tonnes de fraises. Ils adorent ça. Vous dites fraise à un Japonais, et il se passe un truc dans le cerveau et il raffole de ça. C'est comme le marron. Et dans son regard. Donc du coup, on fait des desserts aux fraises. D'ailleurs, on vend plus de shortcake à Noël que de bûches au Japon. Donc oui, nos cartes sont très fines et on fait très attention au Japon ou en Corée. D'ailleurs, souvent quand j'arrive dans un pays, je demande la saisonnalité du pays et quel fruit. Par exemple, en Corée, il y a un fruit qui s'appelle l'alabong en Corée, qui est entre l'orange et la mandarine. C'est très juteux, c'est pas très fort en goût, et donc voilà. Donc on essaie de faire un travail assez fin dans les recettes, qui me paraît tout à fait évident. Et donc ça, c'est pour répondre à votre question sur la saisonnalité hors des frontières. Après, oui, l'inspiration, oui, c'est grâce au Japon, mais c'est grâce aussi, je pense qu'une des premières qualités pour un pâtissier, et quand on veut créer, c'est être curieux de tout,
et de pas s'enfermer dans quelconque certitude ou dans quelques cases. Et je pense que rien n'est acquis. Et aujourd'hui, la tarte pamplemousse, aujourd'hui, c'est notre carte signature. J'ai pas touché la recette depuis un certain nombre d'années, mais peut-être qu'un jour, je vais avoir une étincelle et je changerai la recette. J'en sais rien. Et en tu fait, sais que cette tarte pamplemousse est vraiment très marquante. Enfin, de par la mise en place, moi je sais que c'est une marque, c'est une tarte où quand je la vois, je l'associe. En fait, avec pourquoi Victor. la tarte pamplemousse nous définit le mieux? Parce que déjà, déjà moi j'adore les pamplemousses. C'est pour ça que je l'ai Voilà. fait. Et c'est vrai que quand je l'ai C'est créé, une bonne raison. et quand je l'ai créé, en fait, il faut faire ce qu'on aime. Et je pense moi, les produits que j'aime pas, je les travaille pas. Tout Parce simplement. que je saurais moins bien le travailler. Par exemple, le matcha, moi, c'est un truc. Je reconnais l'élégance du matcha, si on veut citer Enfin, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients que je n'aime pas, mais en tout cas, le matcha, par exemple, souvent on me dit, ah, mais pourquoi tu fais pas des choses au matcha? Et en fait, j'ai déjà bu de très 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 bons matchas avec des maîtres de thé, la cérémonie du thé, tout ça. J'ai goûté, et c'est vrai que j'apprécie la délicatesse et tout ça. Mais moi, en pâtisserie, ça ne m'inspire pas. Le matcha, Il y a rien qui se passe. là, voilà. Après, il y a tellement d'autres produits sur lesquels il se passe, mais donc c'est pas très grave. On va pas, Ouais. on va pas. Et en fait, moi, j'ai besoin d'aimer un produit pour le travailler. Et c'est vrai que les agrumes en particulier, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et dans les agrumes, il y a tellement de choses, que ce soit le citron vert, le citron jaune de Menton, que ce soit les clémentines corse, etc. Il y a quand même un terrain de jeu fabuleux. Et c'est vrai que le pamplemousse, déjà, ça me plaît. Et puis c'est sans doute une inspiration de quand j'étais chez Guy Savoy. Chez Guy Savoy, un des plus célèbres desserts de Guy Savoy, c'est la terrine de pamplemousse en gelée d'orange et avec une sauce au thé Earl Grey. Et c'est vrai que c'était un dessert très très simple, mais que les clients adoraient parce qu'en fait, à la fin d'un repas, même si on est gourmand, on a besoin de fraîcheur. Et en fait, quand j'ai voulu créer un dessert frais, donc c'est un des premiers desserts que j'ai créé. Et c'est vrai que quand j'ai créé la tarte pamplemousse, souvent les gens m'ont dit, oh, c'est segmentant, ça va pas plaire à tout le monde, etc. Et j'ai créé cette tarte comme je crée un dessert, c'est-à-dire assez simple, une bonne pâte sucrée, un tout petit peu de crème d'amande, un crémeux pamplemousse avec une goutte de Campari qui donne toute la dimension au crémeux. Alors je le dis pas souvent qu'il y a du Campari parce que ça peut faire peur aux gens, mais on sent pas le Campari, mais en fait il assaisonne le dessert. Et les beaux pamplemousses, et en fait c'est un dessert, il n'y a pas de nappage, on met pas de nappage. On met juste un tout petit peu de sucre glace pour faire briller les pamplemousses, à peine. Mhm. Et c'est un dessert très frais. Et c'est vrai que moi je pense que voilà, à la fin d'un repas, il faut de la fraîcheur. Alors on fait aussi des desserts au chocolat pour les gourmands, mais moi je préfère manger un dessert au chocolat pour le goûter qu'en dessert. Mais Puis j'apprécie. Avec les goûts tranchés, le tranché Oui. du pamplemousse. Et, Mais il faut des goûts nets. Moi j'aime pas trop de goût. Mais ça, c'est personnel. Il y a des gens qui font beaucoup de mélanges, etc. Ouais. Comme Pierre Hermé, d'ailleurs. C'est vraiment la signature de Pierre Hermé de faire des savants mélanges associations de complexes. saveurs. Et d'ailleurs, c'est réussi de manière grandiose. Par exemple, avec l'ispan, la rose, le litchi, la framboise et l'amande, le goût de l'amande. Pour ne citer que cette création. Moi, par exemple, là, cette année, on fait une bûche Kumbawa. Il y a Kumbawa et ananas. Point. Et là, on a fait une bûche tout chocolat. Il y a que du chocolat. On a travaillé le chocolat sur plusieurs textures, sur plusieurs origines du chocolat. Mais voilà, je mets pas trop de goût ensemble. Voilà. Bah, ça va globalement avec l'idée de faire un peu une pâtisserie de marché, c'est-à-dire vraiment retrouver et ne pas dénaturer le goût du produit en C'est fait. ça. En fait, et quand puis, ça va aussi avec l'esprit de ton championnat de France du dessert, où ton dessert était tellement simple que tu t'es demandé s'il était adapté, et puis tu le réalisais en 1 heure au lieu de 3, et finalement tu y allais quand même, et c'est ça qu'il faut. Ouais. Je sais pas que c'est ça qu'il faut, mais c'est ça qui me définit. Et c'est vrai C'est que ça quand qui plaît. je mange une tarte au Mirabelle, je mange une tarte au Mirabelle, donc il faut bien la faire. Et en fait, souvent, je dis, je prends un fruit et je le décortique, je le torture, et j'essaie de l'étirer dans tous les sens. Et quand je fais un dessert à l'assiette, je pense souvent à ce fameux dessert Laurent Changuine. En fait, c'était un dessert dans un joli verre. Et en fait, il y avait un jus en gelée d'orange sanguine, il y avait une marmelade d'orange sanguine, j'avais un sorbet à l'orange sanguine, j'avais des chips d'orange sanguine. On servait dessus un jus chaud à l'orange sanguine et j'avais reconstitué dans un moulin à poivre. J'avais fait sécher des zestes d'orange sanguine qu'on avait fait sécher avec du sucre et avec un tout petit peu de cardamome verte. Et en fait, on passait. Donc j'ai mis ça dans un moulin à poivre et en fait, on assaisonnait le dessert avec ce moulin à poivre. Et en fait, c'était très aromatique parce que ça sentait très fort. Parce que le zeste est très parfumé. Mhm. Wow. Et en fait, c'est ce type de dessert que j'aime faire, c'est prendre un ingrédient et le décliner, le torturer, le mettre en jus, en marmelade, en zeste, en sorbet, etc. Et voilà. Ok. Bah. Bah dis donc, tout ça, ça fait beaucoup d'idées en fait pour aboutir à ces créations.
Et alors pour rester un peu dans vraiment les créations, je trouve très signature d'Hugo et Victor, en plus de cette tarte pamplemousse, il y a les fameuses parts de tarte Oui. que je pense que si les gens qui connaissent la boutique, forcément c'est impossible de passer à côté. C'est quoi la démarche globalement que vous avez eue pour y aboutir à ces moules que je crois d'ailleurs vous avez créé spécialement Absolument. pour... On a développé ces moules. Je vais juste préciser pour ceux qui nous écoutent et qui voient peut-être pas de quoi il s'agit. En gros, l'idée c'est qu'on peut acheter une part de tarte où c'est pas une tarte qui a été coupée, c'est Voilà. que le fond de tarte en fait est un triangle. Oui. C'est comme si en fait la part de tarte devient un gâteau à part entière. Voilà, c'est ça. Absolument. Et c'est ça l'idée C'est ça. qui est vraiment qui a été copiée par ailleurs Voilà. par la suite. Alors, je vous remercie d'éclairer ce point en particulier parce que c'est important pour moi parce que quand on a ouvert il y a 10 ans, rapidement, donc on fait nous-mêmes la pâte sucrée, je vous rassure. On a développé les moules avec la maison Matfer et ça, la maison Matfer peut en témoigner. Et en fait, rapidement, on a été copié par des industriels et rapidement, il y a des petits blogueurs. Alors, j'aime beaucoup les blogueurs, j'ai rien contre les blogueurs, contre les Instagrammeurs ou les Ça influenceurs. commence mal là, Non, généralement. Les podcasteurs. ça commence pas mal, mais un jour, il y a quelqu'un qui a fait un post en disant que je revendiquais une belle pâtisserie tout fait maison et que j'achetais mes fonds de tarte chez des industriels. Donc évidemment, ça m'a fait moyennement rire à l'époque. Vous pouvez l'imaginer avec le mal qu'on se donne à foncer à la main. Ah oui, et ça, voilà. Et ça, donc, d'ailleurs, du on a été coup, surpris, Vincent ouais. et moi, en visitant le labo. non, on les fonce à la main 10 ans après encore, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment fait maison, foncé maison, etc. On va juste expliquer pour ceux qui j'explique. nous suivent. Oui. Foncer une tarte. Foncer, c'est mettre la pâte dans le moule à tarte. Super, Voilà. merci. Donc, en fait, vraiment, ça fait partie des créations quand j'ai ouvert la boutique à 10 ans. Avec la tarte pamplemousse, ça faisait partie des grandes créations à l'ouverture. En fait, cette tarte, elle a deux idées. À la fois, l'idée, c'était de... Vous savez, souvent, les gens disent « Oh là là, il faut couper un gâteau, il faut couper une tarte. » Donc, l'idée, c'est vous pouvez... Donc là, avec cette tarte, donc, avec une part de tarte, on peut faire une tarte pour 10 personnes. Donc, vous pouvez avoir une tarte pour 10 sans avoir besoin de la découper puisque toutes les parts sont individuelles. C'est vrai, ça. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est que déjà, vous pouvez avoir une tarte en mono-saveur et vous pouvez avoir une tarte en multi-saveur, comme un patchwork. On n'a pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir, c'est-à-dire que vous pouvez commander une tarte de 10 avec 4, 5, 6 saveurs. Donc déjà, c'est le Ok. deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a 10 ans, quand j'ai ouvert, on était vraiment dans le mode du street food. Et en fait, quand vous mangez une tarte ronde debout dans la rue, vous avez des chances que ça se retrouve sur votre chemise. Alors que si vous mangez une part de tarte triangulaire, ergonomiquement, c'est plus facile à manger, je vous laisse imaginer. Donc du coup, voilà, c'était pour toutes ces raisons. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tarte triangulaire fait partie de notre signature. Et ça, quand on a ouvert le 25 février 2010, il y avait les tartes triangulaires. Ça fait vraiment partie de nos créations, de nos signatures. Et voilà, il faut qu'on en soit fier, on le revendique, et puis pour les mauvaises langues, tant pis. Mais et comme quoi on voit qu'en fait les trois raisons que tu as évoquées, c'est des raisons très simples. Les variantes de saveurs, le partage et le côté pratique. Mais c'est juste qu'en fait il fallait y penser quoi. Ouais. Et globalement, ouais, très très bonne idée. En fait, c'est la marque d'une bonne idée, c'est qu'on se dit, mais pourquoi personne n'y a pas pensé plus tôt? Et oui, c'est ce que je me dis avec ma prochaine idée, que j'ai pas encore trouvée. J'aime beaucoup cette façon de dire. C'est ce que je me dis avec ma prochaine idée que je n'ai pas trouvée. Donc il y Non, en a mais une en qui fait- va arriver, mais bon, elle est pas là tout de suite. Non, mais c'est ça la création aussi. Et ça arrive comment, les idées, je, ouais. je sais pas vous répondre. Non, mais souvent on me pose la question, votre inspiration, l'inspiration, c'est tout. C'est les voyages, c'est C'est la vie. c'est la quoi. presse, Voilà, c'est ça. oui, c'est tout. À t'écouter, on a quand même vraiment l'impression que c'est la vie. Oui, c'est ça. C'est parce que souvent des gens disent ah, c'est plus ceci. Moi, je sais pas répondre à la question. Je m'inspire de tout. Je lis beaucoup la presse, que ce soit la presse professionnelle ou la presse tout court. Tous les week-ends, je me fais une revue de presse très large. Je lis Elle, je lis Grazia, je lis Figaro Madame. Je me balade au bon marché. Et puis des fois, ça peut être vraiment un mini détail qui va enclencher une création. C'est quoi la dernière bonne idée que t'as eue? Parce que là, du coup, La truffe, moi que je trouve une La très très truffe, bonne idée. Alors ça, c'était une idée partagée avec mon bras droit, Lancelot. On avait travaillé ensemble. D'ailleurs, tiens, je vais vous parler de cette anecdote. En fait, il y a 3 ans, donc Lancelot, qui est mon bras droit depuis quelques années maintenant, en fait, on est parti en Thaïlande pour écrire la carte des desserts à cette époque. En fait, j'ai un copain qui a plein de restaurants en Thaïlande, qui a une école en Thaïlande. Qui a un studio photo, etc. C'est un grand professionnel. Et un jour, il me dit Hugues, si tu veux, pourquoi tu viendrais pas
T'as tout à disposition, l'école, le labo photo, je te mets une équipe à disposition et mon pote m'offre ça. J'en parle à mon équipe, tout le monde trouve ça génial. Et en fait, donc je parle avec Lancelot, mon épouse, on part 3 semaines en Thaïlande et on s'immerge, on était seuls. Donc on part avec plein de matériel, plein de moules, plein de choses. Et pendant 3 semaines avec Lancelot, on fait des essais, tout ça. Et puis même, il y a des jours, on savait pas quand on se levait le matin, ce qu'on allait faire. Et en fait, la truffe est sortie comme ça. On avait un moule en forme de boule. Et Lancelot me dit, si on faisait une grosse truffe, je dis, c'est pas mal, mais je dis, c'est un peu trop simple et tout. Et donc, en fait, ça a été vraiment un ping-pong avec Lancelot de cette truffe au chocolat, de faire une mousse ultra légère. On l'a parfumée un tout petit peu à la fève tonka qui revient. On a mis du praliné pur, non collé, pour qu'il coule, sur un socle et tout. Et puis, c'était trop simple. Pour moi, il faut quand même, quand vous arrivez dans une boutique, il faut que l'œil s'amuse. Et donc, du coup, il fallait trouver un peu d'élégance. Donc, on a créé cette flamme qui vient recouvrir ça. Et voilà. J'interromps juste une seconde. Non collé, c'est sans gélatine. Non, sans chocolat. Quand on fait un praliné non collé, c'est qu'on met pas de chocolat dans le praliné. Ah bah j'ai bien fait de préciser alors. Et alors moi juste, je voulais revenir sur un petit truc par rapport encore à la tarte, où tu parlais que ça facilitait le partage. On a quand même l'impression que dans ton parcours, tu as un petit peu plus fait de dessert à l'assiette. Et finalement, tu as créé une pâtisserie boutique. Pour toi, pourquoi la pâtisserie boutique plutôt que le dessert de restaurant ? Déjà, moi je suis pâtissier, donc j'allais pas ouvrir un restaurant. Ok. Voilà. Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui a 2 étoiles au guide Michelin qui fait que des desserts. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille découvrir ceci. Je suis pas restaurateur, je suis pas cuisinier. Voilà. Après, j'ai ouvert une pâtisserie avec ma vision. Et j'ai fait plus de desserts à l'assiette. En fait, je sais pas répondre à la question. Aujourd'hui, ça fait 11 ans bientôt que j'ai ouvert Hugo Victor. Donc, j'ai plus fait de gâteaux proprement dit, comme on peut les appeler, les gâteaux ou les tartes, etc. Mais c'est vrai que les desserts à l'assiette est un exercice qui me plaît assez. Et c'est vrai que je suis resté donc plusieurs années chez Guy Savoie. Au Bristol, j'étais en charge du restaurant gastronomique. Donc c'est vrai que en fait, souvent on dit il y a les pâtissiers de restauration, les pâtissiers de boutique. C'est vrai qu'il y a ces deux univers-là. Mais moi, j'ai fait toujours les deux. Et pour moi, c'est pas quand on est pâtissier, il faut être complet. Hein, donc voilà. Bah, comme tu disais pour le chocolat. Et puis d'ailleurs, tu as amené un petit peu de cette tradition de la pâtisserie de restauration dans ta pâtisserie boutique, puisque par exemple pour la tarte pamplemousse, tu parlais d'assaisonnement avec le Camparis, c'est ça ? Oui. Donc voilà. Et là, en fait, je crois qu'on va terminer avec nos deux petites questions rituelles. Voilà. Allez-y. Et puisque rien ne t'y prédestinait, Oui. on a quand même une première question, c'est quel est ton premier souvenir sucré ? Je pense que mes parents cuisinent très très bien. Et en fait, papa faisait pas trop les desserts, plutôt maman. Et maman, il y a 2-3, elle faisait une très bonne mousse au chocolat à base de blanc d'œuf. Une très bonne tarte tatin avec une pâte qu'elle faisait sans jamais la peser. Elle avait toujours le même goût. Ça, je suis encore bluffé aujourd'hui. Et quand j'essaie de refaire cette fameuse tarte, moi, j'y arrive pas. Et puis, surtout, je suis né au mois de mai. C'est fin mai. Je suis né le 21 mai. C'est le début de la saison des fraises. Et quand j'étais petit, on habitait en face d'un champ de fraises. Et en fait, c'était toujours la grande question, est-ce qu'il y aura un bol de fraises pour mon anniversaire ? Parce que ça dépendait de la saison. Et maman faisait un immense bol de fraises équeuté, à peine lavé, avec une pincée de sucre semoule et un jus de citron et des zestes de jus de citron. Et voilà, mes premiers souvenirs, c'est ça. Wow. Donc finalement, tes premiers souvenirs, ça va totalement cohérent avec ce que tu veux faire. C'est vraiment le goût les produit. fraises, c'est le produit Absolument. brut, quoi. Voilà. Il y a une vraie cohérence, hein. Ouais. Et du coup, la petite deuxième, c'est, tu dois en connaître des adresses, mais est-ce que tu peux nous partager aux gens qui nous écoutent tes petites adresses un peu coup de cœur, les endroits où tu aimes bien aller pour manger, ou des gâteaux d'ailleurs, ou les adresses salées aussi. Allez, quelques adresses rapidement. Voilà, rapidement, des petites adresses coup de cœur. Alors, pour le lieu il y a un lieu que j'aime particulièrement. Alors, on est en Covid, c'est fermé, mais si vous aimez la viande et un tartare, allez manger un très bon tartare à Ma Bourgogne, place des Vosges, ou un petit déjeuner ou juste un café sous les arcades de la place des Vosges. Pour moi, c'est sans doute l'un de mes lieux préférés à Paris. J'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise et un des meilleurs restaurants thaïlandais, c'est rue Émile Zola, qui s'appelle le Sawadi. Alors quand vous passez devant, ça paye pas de mine, mais je peux vous dire, dans l'assiette, c'est comme si vous étiez à Bangkok. Ça, c'est Sawadi qui intéressant. veut dire bonjour. Je crois, oui, absolument. Ouais. Après, en notre adresse,
adresse. J'aime beaucoup un restaurant italien qui s'appelle le Cherche-Midi, derrière le Lutetia, rue du Cherche-Midi. C'est un mélange de trattoria italienne et de bistrot italien, mais c'est une vraie cuisine italienne. J'approuve. Donc ça, j'aime beaucoup cette adresse. Il y en aurait tant. Et pour finir le repas sur une note sucrée. Il y a tellement d'endroits, sans vexer personne. Ah ouais. Ça, c'est compliqué de ne pas vexer les copains. Et je vais citer Claire Damon. On était ensemble chez La Durée, on était ensemble au Bristol. Elle est rue du Bac, on est boulevard Raspail. Et on a quasiment le même âge. Elle s'est installée 4 ans avant moi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très juste et c'est très... D'ailleurs, à propos de localisation géographique, on a tous les deux fait Ferrandi. À la fin de notre année à Ferrandi, on a fait un tour des pâtisseries. Et évidemment, on a ramené des gâteaux de chez Des Gâteaux et du Pain et des gâteaux de chez Hugo et Victor. Voilà, sinon Mori Yoshida, il y a certains trucs pas mal. C'est très simple et ça me plaît bien. C'est pas très compliqué. Mori Yoshida, très bon. Et voilà, et en chocolat, il y a 2 maisons qui pour moi sortent du lot totalement. C'est Patrick Roger et Ducasse, chocolat. La manufacture. Voilà. Absolument. Bon bah voilà, hein, on merci. a une variante de plat salé et on peut même finir sur un petit chocolat pour terminer le repas. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis maintenant on va vous souhaiter bon courage pour les fêtes de Noël. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et voilà, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris autant de choses que nous, notamment sur cette histoire de colorant. On a trouvé ça super intéressant que ça passe d'abord par le Japon pour ensuite s'imposer en France. Et puis, si vous voulez achever d'être convaincu, on vous propose d'aller faire votre propre idée en passant boulevard Raspail et en goûtant le travail d'Hugo et Victor. Voilà, en plus c'est un coin où il y a beaucoup d'autres boutiques, donc si vous voulez vous faire un week-end avec plein de gâteaux, il y a moyen de goûter plein de trucs là-bas. Oui. Sinon, on vous avoue que à l'heure où on enregistre cette petite outro, on ne sait même pas qui sera l'invité la semaine prochaine, mais faites-nous confiance, ce sera top. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et puis on remercie 12, n'est-ce pas ? Ouais, merci 12 qui nous fait les musiques et le mixage de cet épisode. Et je tenais juste à dire que du coup, vu que l'invité de la semaine prochaine c'est un peu une surprise, si vous avez des idées, des suggestions ou que vous pensez à des gens, n'hésitez pas à nous écrire. Sur Instagram c'est le mieux je pense. Ouais, carrément. Allez. Sur ce, on vous dit à mercredi prochain. Salut!